Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Oui, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Vous venez d'entendre le morceau de Christian Salès qui s'appelle Les Cathares, et c'est pas pour rien puisque là, il est 10h30 et nous avons à nos côtés Vera pour sa Witchy Planète. Coucou Vera. Hello Alina, tu m'entends bien? Oui, je t'entends, merveilleux. Super, bonjour à tout le monde. Coucou à toi. Écoute, c'est toujours un vrai bonheur de te recevoir chaque troisième dimanche du mois pour nous parler de tes Witchy Planètes, et à chaque fois tu nous proposes du lourd. Et là, ce matin, on part au pays Qatar. Oui, on va chercher le soleil dans le sud et donc on va se rendre dans le département de l'Aude. Tout à fait. Et avant que tu ne commences ta chronique, les enchanteurs, n'hésitez pas à contacter Vera par mail pour recevoir son plan qui fait 8 pages cette semaine, les amis. 8 pages, vous vous rendez compte? Donc autour de la découverte des hauts lieux vibratoires en France, et donc l'épisode 5 qui est hauts lieux d'énergie en pays Qatar. Donc pour t'écrire, c'est Vera, VERA, @radioantasia.fr. Donc c'est parti, ma très chère Vera. Oui, surtout n'hésitez pas à me demander le plan. Alors effectivement, on continue notre tour de France des hauts lieux vibratoires pour nous rendre dans le département de l'Aude, qu'on appelle aussi communément le pays Qatar. Mais je vais vous en dire un petit peu plus par rapport à cette dénomination, ce qui se cache derrière cela. Alors peut-être en préambule, vous dire que moi, c'est une région que j'adore, que je connais plutôt bien, pour y avoir passé de nombreux étés à une certaine période de ma vie. Et c'est vraiment des terres que je trouve vraiment enchanteresses. Et comme tu le disais tout à l'heure, Alina, effectivement, on va en parler pendant 2 chroniques, donc aussi le mois prochain, puisque évidemment, quand on parle de l'Aude et du pays Qatar, on pense tout de suite à Rennes-le-Château. Et Rennes-le-Château, c'est un morceau, je dirais un sujet tellement velu qu'il m'a semblé, on va dire, nécessaire qu'on y consacre toute une émission. Donc, du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à d'autres lieux que Rennes-le-Château, parce qu'il y a énormément de lieux mystérieux dans le département de l'Aude, et forcément j'ai dû faire des choix. Alors je ne sais pas si toi tu connais cette région, est-ce que tu t'y es déjà rendu, quelle est ta perception? Alors, je ne m'y suis jamais rendue. Je connais de noms comme beaucoup, Rennes-le-Château, l'Aude, tout ça, pays Qatar, je connais de noms. Je n'ai jamais creusé réellement tout ce qui parle autour de ces lieux-là. Par contre, on en parlait beaucoup à une certaine période autour de différentes structures. Et c'est vrai qu'on avait fait pas mal d'émissions, notamment autour de Rennes-le-Château, je me souviens. Mais je ne suis pas super à l'aise sur ce sujet. Donc, je vais découvrir plein de choses grâce à toi ce matin. Bon, il n'y a pas de quiz, t'inquiète pas. Après, En tous les cas, j'espère que j'espère que ce que je vais vous dire ce matin vous donnera l'envie, et te donnera l'envie en fait de t'y rendre. Alors l'Aude, déjà, on peut souligner que son nom vient tout simplement du fleuve qui la traverse, c'est-à-dire l'Aude. Voilà, et donc c'est un département qui se situe entre Toulouse et Montpellier, pour que vous puissiez le visualiser un petit peu sur la carte de France. Donc une région bordée par la Méditerranée à l'est, la Montagne Noire au nord, et puis les Pyrénées au sud. Et puis donc c'est un département qui fait partie de la région Occitanie, et elle représente pas tout à fait 9% de la superficie de cette grande région. Et surtout en fait l'Aude c'est vraiment une très belle région. C'est une mosaïque de paysages, parce qu'on va y trouver vraiment des ambiances, des paysages très divers. Un coup, ça va être la lagune, les étangs du littoral, plus loin, le maquis et la garrigue, les forêts de chênes et de hêtres de la montagne noire, même des tourbières, ce qui est extrêmement rare dans le sud de la France, dans la haute vallée de l'Aude. Enfin, c'est vraiment une très très belle région. Et le meilleur moyen aussi de découvrir cette belle région, c'est d'y aller en randonnée, notamment via le sentier Qatar, le fameux GR 367. Donc c'est vraiment une région qui est magnifique, et qui en plus a la particularité d'être le seul département qui est adossé à 2 massifs montagneux que sont les Pyrénées d'un côté et le Massif central. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est
une région très très venteuse. C'est même un des départements les plus venteux de France, puisqu'en fait ça forme une espèce de couloir entre ces deux reliefs nord et sud. Et côté climat, c'est un climat très doux évidemment, puisque c'est un climat méditerranéen, mais avec évidemment des étés très chauds, très secs, ce qui est d'ailleurs favorable à la culture de la vigne et de l'olivier. La vigne qui est donc la première économie du département. C'est un département qui est resté quand même assez agricole, mais qui a une économie assez variée, avec effectivement la viticulture principalement, mais aussi de la pêche, mais aussi la production d'énergie, puisqu'il y a énormément d'éoliennes là-bas. Et puis bien sûr le tourisme, puisque dans le tourisme, ça va vous parler. C'est là qu'on va pouvoir visiter le château et les remparts de la cité de Carcassonne. C'est là qu'on va retrouver aussi la réserve africaine de Sijan, et aussi tous les lieux dont je vais vous parler un petit peu plus loin, mais qui, eux, voilà, sont je vais vous en parler plus loin. Voilà, donc je vais pas déflorer le sujet. Alors, j'avais une question à te poser, Vera. Oui. C'est pas là-bas qu'il y a aussi Burgarache, tu sais, avec l'histoire Si. des ovnis? D'accord, oui, je vois. Tout à fait. Ouais. Et ben on va en parler justement exactement. C'est là aussi on va trouver le pêche de Bougarache, le mont de Bougarache ou le pic de Bougarache. Voilà, et on va en parler tout à l'heure parce que ça aussi, ça fait partie des hauts lieux vibratoires, mais aussi mystérieux de la région. Mhm. Alors, pour vous parler un petit peu aussi de l'histoire de ces terres, on va retrouver déjà des traces au niveau de la préhistoire en moins 500 000 avant Jésus-Christ. Voilà, et puis surtout, c'est une période qui va être aussi marquée par la découverte de l'homme de Totavel, voilà, qui a vécu vraisemblablement dans toute la région aux alentours de moins 450 000 avant Jésus-Christ. Voilà, et puis donc à Totavel, qui est un village, vous allez d'ailleurs pouvoir visiter le musée de la préhistoire et de l'homme de Totavel. Voilà, donc ça c'est, on va dire déjà un élément marquant au niveau de cette période-là. Et puis ensuite, au VIe siècle avant Jésus-Christ, alors vous voyez, on a fait un grand bond, on va trouver les traces de la première occupation de la butte de Carcassonne. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, différentes peuplades celtes. Et puis, au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est là que la Narbonnaise va être créée par Rome. Donc, la Narbonnaise, c'est en fait la première province de l'Empire romain en dehors de la péninsule ibérique. Et les Romains vont faire de Narbonne la capitale de cette région. Et à l'époque, Narbonne s'appelait Narbo Martius. Voilà. Et puis, pendant près de 2 siècles, l'Aude va rester en paix et puis l'économie de la région va se développer très fortement. Et puis ensuite, au Ve siècle, ce territoire va connaître différentes occupations, différentes invasions barbares, déjà avec les Visigoths, qui vont s'emparer du Narbonnais en 407, et puis ensuite de Carcassonne en 435. Voilà, donc les Visigoths qui ont combattu, les Romains. Et puis donc après cette région, on peut dire on peut souligner aussi qu'elle faisait partie alors de la Septimanie, puisque c'est un des noms d'ailleurs qui est revenu au moment où il fallait choisir le nom des grandes régions en 2016, rappelez-vous. Et la Septimanie, elle était appelée comme ça parce qu'elle était composée de 7 évêchés que les rois Visigoths avaient établis. Donc ces 7 évêchés, c'était Elne, Agde, Narbonne, Lodève, Béziers, Maguelone et Nîmes. Voilà. Et puis la Septimanie recouvrait l'Aude, mais aussi toute la région du Languedoc-Roussillon à cette époque-là. Et puis 3 siècles plus tard, les Arabes vont s'emparer de Carcassonne. Et puis un peu plus loin, au IXe siècle, vous voyez qu'il y avait vraiment différentes influences. C'est la période de mise en place des comtés. Donc là, il y a les différents comtes et vicomtes du Midi de la France qui vont justement se partager ce territoire. Et puis à cette époque-là, donc il y aura la formation de 3 comtés, le comté de Carcassonne, le comté du Razès et le comté de Narbonne, et un peu plus tard, le comté de Foix. Voilà. Et puis on arrive maintenant à une période que je vais développer un petit peu et qui va je pense, vous intéresser beaucoup, c'est le développement du catharisme dans l'Aude. Alors Alina, toi, quelle est ton image quand je te dis cathare? Qu'est-ce qui te traverse tout de suite l'esprit? Ah, moi, je pense au Moyen-Âge, je pense aux chevaliers, là, tu sais.
Oui, les croisés. Voilà, c'est ça, les croisades et tout ça. Eh ben, c'est tout à fait ça. Alors, le catharisme, alors déjà, il faut souligner que cathare, c'est en fait une appellation contemporaine. C'est-à-dire que à cette époque-là, ni les inquisiteurs, ni même les cathares ne s'appelaient cathares. Voilà, les inquisiteurs, ils ont toujours parlé d'hérétiques, voilà, et puis quelques autres dénominations. Et puis les cathares, eux, s'appelaient en fait les bons hommes et les bonnes femmes. Donc, c'est en fait le catharisme, c'est en fait un ensemble de mouvements religieux chrétiens qui sont nés en fait en Europe dans la période, on va dire entre l'an 1000 et on va dire la toute fin du 12e, enfin du 13e siècle plutôt. Et en fait, alors on situe, les historiens situent autour de l'an 1000, donc la première éclosion du catharisme au pied des Pyrénées. Mais en fait, c'est un mouvement qu'on retrouvait déjà précédemment en Serbie, en Bulgarie, en Dalmatie, en Lombardie, en Toscane. Et en fait, ces prêcheurs itinérants se sont en fait rendus dans le territoire de l'Aude parce qu'ils y ont trouvé de la place. Déjà, il y avait une certaine forme de tolérance puisque c'est une région frontalière, donc il y avait déjà aussi l'influence de l'Espagne islamique. Il y avait également aussi la proximité avec aussi différentes communautés juives. Voilà, il y avait aussi l'arianisme qui était donc en fait aussi une forme de christianisme qui était pratiquée par les Wisigoths. Voilà, donc il y avait en fait une certaine forme de tolérance et puis donc ils ont trouvé de la place à cet endroit-là. Et en fait, c'est un mouvement qui a pris complètement le contre-pied de ce qu'a essayé d'instaurer en fait l'Église romaine catholique, hein, qui était en pleine édification à cette période-là et qui est venue donc se structurer et qui est venue aussi imposer justement sa vision des choses et je dirais voilà sa liturgie, etc. Donc ils ont essayé par l'action de différents prédicateurs de ramener, on va dire, ces territoires à eux, mais ça n'a pas marché. Et donc ces mouvements-là se sont vraiment placés en fait en dissidence de l'Église romaine. Et comme je vous disais, ben, c'est quelque chose qui a duré, hein, puisque c'est à partir de l'an 1000 jusque, on va dire, en 1230 globalement. Et alors pour vous décrire un petit peu, on va dire, ce qui constitue, on va dire, la gnose cathare, eh bien c'est en fait, les cathares, ils prônaient en fait un retour à l'évangélisme primitif, donc vraiment le christianisme le plus pur. Et puis, ce qui est aussi très notable, c'est qu'en fait, ils avaient une vision dualiste, c'est-à-dire que pour eux, la notion, en fait, la vision manichéenne, le bien, le mal, était très présente. Pour eux, en fait, le monde matériel était en fait la création du diable et le monde divin, voilà, c'était le siège de l'âme. Donc, en fait, dans leur vision, et c'est ça qui est assez intéressant, pour eux, en fait, les âmes venaient s'incarner dans des corps de chair, donc création du diable, et devaient, on va dire, évoluer de vie en vie. Donc, ils étaient déjà, en fait, dans le principe ils prenaient déjà le principe de la réincarnation. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, je trouve, très, très intéressant. Mais c'était aussi des gens qui prônaient un ascétisme très poussé. Donc déjà, ils prônaient la pauvreté la plus totale, la propriété privée était interdite. Également, ils avaient interdiction de tuer des animaux et de manger des animaux. Également, ils étaient contre le mariage, hein, puisqu'en fait, le mariage venait légitimer l'union charnelle entre l'homme et la femme. Il faut dire que la sexualité était proscrite. Alors, proscrite, il y avait une certaine tolérance, parce que sinon, les humains, on va dire, ne pouvaient plus se reproduire. Mais en tous les cas, voilà, c'était une vision qui était quand même assez particulière et qui d'ailleurs inquiétait beaucoup l'Église romaine catholique. Et puis, eux, ils avaient donc un
sacrement, alors que l'Église romaine venait chercher à leur imposer justement la pratique de 7 sacrements. On leur reprochait aussi d'ailleurs de prêcher, d'avoir traduit en fait les textes du Nouveau Testament en occitan, et donc ça déplaisait profondément à l'Église romaine qui, elle, de toute façon, en fait, ne pratiquait que le latin, et donc forcément ça mettait de côté, on va dire, une grosse partie de la population qui n'était pas un mot de latin. Voilà, donc il y avait tout ça qui constituait, et d'autres choses hein, évidemment, mais je vous fais en fait une synthèse. Et en fait, il y avait deux typologies de cathares. En fait, vous aviez d'un côté ce qu'on appelait les crédentes, les croyants, et de l'autre côté les perfecti, les parfaits. Donc les parfaits, c'était ceux qui justement prêchaient. Et puis les croyants, bah, c'était les disciples entre guillemets. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que les perfecti, les parfaits, donc ceux qui prêchaient, ceux qui diffusaient, on va dire, la religion, eh bien ça pouvait être aussi des femmes. Et d'ailleurs, les femmes avaient une place très importante chez les cathares, et il y avait d'ailleurs de nombreuses communautés religieuses cathares qui étaient exclusivement féminines. Et les femmes donc pouvaient, en plus de, on va dire, leurs tâches domestiques, leur travail habituel, elles pouvaient tout à fait prêcher, elles pouvaient absoudre les péchés, elles pouvaient sauver des âmes. Et ça, je trouve que c'est quand même aussi très intéressant à souligner par rapport en plus à l'époque hein, que c'était. Voilà, et donc, ils ont évidemment suscité donc la colère de l'Église romaine, hein, qui voyait vraiment d'un très mauvais œil cet ancrage hein, des cathares dans ce territoire-là, qui cherchait évidemment à ramener à eux. Et puis, ben, en fait, il y a aussi, on va dire, une lutte de pouvoir qui s'est opérée entre le roi à l'époque et puis et les différents seigneurs, et notamment ceux qui avaient accueilli des cathares, et donc il y a eu aussi des règlements de compte qui allaient bien au-delà des cathares. Ils ont aussi été en fait instrumentalisés évidemment. Il y a eu donc différentes opérations militaires qui ont été menées pour vraiment les réduire au silence, des opérations qui ont fonctionné, hein, qui ont marché. Donc, il y a eu la plus célèbre d'entre elles, de ces opérations, c'est le siège de Montségur, donc un des châteaux cathares. Donc, en 1243-1244, eh bien, c'est près de 250 cathares qui ont été emmenés au bûcher. Voilà, on leur a demandé même d'y aller d'eux-mêmes, hein, puisque c'est des gens qui ont refusé de se soumettre. Et puis, on va dire, le catharisme a vraiment connu la fin de sa fin avec le dernier bastion cathare qui est tombé, qui était celui de Carcassonne. Mais l'histoire retient encore le nom de Guilhem Bellibaste, qui était donc le dernier parfait, et qui a été donc mené à la mort en 1300 quelque chose. Voilà, je pense que ça doit être en 1320 ou quelque chose comme cela. Voilà, et donc voilà pour vous parler un petit peu plus, on va dire, du catharisme. Mais retenez aussi que justement ce nom de pays cathare est finalement une appellation assez contemporaine qui avait déjà été évoquée par certains, dans certains écrits au XIIe siècle, mais qui a vraiment été repris dans les années 50-60 dans le cadre, on va dire, un petit peu de l'occitanisme ambiant. Et puis évidemment, aujourd'hui, c'est quand même, on va dire, une composante très très forte de l'identité de cette région. Et c'est ce qui fait aussi, on va dire, un des marqueurs du tourisme, hein, évidemment. Voilà par rapport à cet épisode cathare qui a marqué la région. Et puis ensuite, pour avancer un petit peu avec notre machine temporelle, eh bien, au XVIe siècle, c'est aussi une terre qui a été fortement marquée par la réforme protestante. Donc il y a eu aussi beaucoup de troubles religieux avec l'affrontement entre le duc Henri de Montmorency, qui avait rejoint les réformés, et puis côté catholique,
côté catholique, il y a Anne de Joyeuse qui a pris la tête de la Ligue catholique. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'affrontements aussi à cette période-là. Si on avance un petit peu plus loin, on peut, à la Révolution française, eh bien, en conséquence de la Révolution française, le département va être créé le 4 mars 1790 à partir donc de l'ancienne province du Languedoc. Et puis après, à l'ère moderne, au XXe siècle, forte croissance économique, aussi fort développement de la production viticole avec différents obstacles, différentes difficultés. Une crise aussi viticole. Et puis au XXIe siècle, eh bien, le 1er janvier 2016, la région Languedoc-Roussillon fusionne avec la région Midi-Pyrénées pour devenir la nouvelle région administrative Occitanie, dont l'Aude fait partie. Voilà pour cette petite frise historique de la région de l'Aude. Et je vous propose maintenant de visiter une petite sélection de 4 lieux dont je vais vous parler. Et je vais commencer par vous parler en fait d'un des châteaux cathares. Et en fait, j'ai dû opérer un choix parce qu'il y en a des châteaux cathares là-bas. Il y a Montségur, il y a Quéribus, etc. Mais là, moi, je vais vous parler de Perpertuis, qui est celui que je préfère. Alors, Perpertuis, on l'appelle aussi le vaisseau royal parce que ça ressemble en fait à une espèce de grand bateau comme ça. Et son nom de Perpertuis vient de Petra Pertusa, qui signifie pierre percée, parce que jadis, à l'époque, eh bien, il y avait un passage naturel qui aujourd'hui s'est effondré, qui transperçait la falaise. Et elle fait partie de ce qu'on appelle les citadelles du vertige, puisque en fait, les châteaux cathares sont nichés sur des pitons rocheux à des altitudes vertigineuses, comme suspendus, accrochés à des falaises. Et Perpertuis, eh bien, c'est son cas. On l'appelle d'ailleurs aussi la petite Carcassonne céleste. Voilà, donc elle fait 300 mètres environ de long, 50 mètres de large, et elle culmine à 800 mètres, juste au-dessus d'un village qui s'appelle Dulac, et qui domine vraiment un paysage exceptionnel. Alors, le château de Perpertuis, pour aussi une petite minute historique, eh bien, c'est un lieu qui est occupé depuis l'Antiquité. Et c'était d'abord un petit ensemble fortifié. On cite la forteresse la première fois en l'an 1020. Et puis, c'est à partir en fait de 1162 qu'elle va appartenir à la ligne de défense du royaume d'Aragon face aux seigneurs occitans. Elle ne va pas jouer un grand rôle pendant la croisade contre les Albigeois, c'est-à-dire la croisade contre les Cathares. Et au contraire, son destin va même s'y inverser, puisque elle va devenir en 1240 une propriété du roi de France. Et il va vraiment faire une pièce maîtresse de sa ligne de défense face à l'Aragon. Et vraiment, les architectes du roi vont réaliser un chef-d'œuvre d'innovation et d'adaptation au relief. Et c'est vraiment très particulier quand on s'y rend parce que ces grandes murailles, ces remparts sont vraiment très, très impressionnants. Et on imagine à quel point c'était une citadelle imprenable. Alors quand vous y rendez, en fait, vous allez pouvoir visiter le château. Alors, il faut grimper un petit peu, mettez de bonnes chaussures. Vous allez déjà pouvoir visiter l'enceinte basse et son donjon, ensuite l'enceinte médiane, et puis le donjon Sainte-Jordi, que vous allez pouvoir atteindre en empruntant l'escalier Saint-Louis avec ses 60 marches creusées à même la roche, en bord de falaise. Donc c'est une expérience qui est assez impressionnante. Et puis, pourquoi San Jordi? Ça signifie en fait Saint-Georges en français, puisque, comme souvent, dans ces lieux qui culminent à des altitudes assez impressionnantes, on va souvent en fait le dédier soit à Saint-Michel, soit à Saint-Georges, puisque tous les deux ont combattu des dragons. Donc, il faut être en hauteur pour aller atteindre le dragon. Voilà. Et c'est un lieu, le château de Perpertuis, qui est très connu des radiesthésistes et des géobiologues, puisqu'en fait, en haut du donjon
San Jordi, on va pouvoir mesurer des vibrations très puissantes qui relèvent du divin. Alors moi, je m'y connais pas trop, hein, donc en radiesthésie, mais je fais référence au livre qui est assez connu, Les hauts lieux d'énergie en France, qui a été écrit par un Alsacien d'ailleurs, hein, qui s'appelle Adolphe Landsburg, et qui est vraiment un des pionniers de la radiesthésie, et voilà, qui fait état de mesures qui a priori sont assez impressionnantes, avec aussi un magnétisme très très fort. Et donc, on dit qu'en haut de ce donjon, on peut véritablement prendre un bain vibratoire. Voilà pour vous parler d'un des châteaux cathares. Alors, j'aurais pu vous parler de Perpertuis aussi, qui a été le dernier bastion de résistance cathare, ou Montségur, qui a été aussi, comme je vous disais précédemment, le lieu d'une bataille très très célèbre. Tous sont magnifiques. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs aussi, des châteaux, mais moi j'aime bien Perpertuis. Donc voilà. Voilà pour déjà les châteaux cathares. C'est pas mal. Que... Hein, non, je dis c'est vraiment pas mal. Hein. Ce que j'ai sur le chat, je rebondis, ce serait vraiment intéressant de faire des émissions autour de tous ces sujets-là, hein, parce que c'est vrai que l'histoire de France, mais version mystique, comme tu nous le proposes dans tes chroniques, pourrait vraiment proposer de superbes émissions, je trouve. On détaillerait beaucoup plus. Oui, parce que c'est vrai que là on survole, hein, c'est tellement. C'est pour ça que déjà il faut opérer des choix, parce qu'il y a, je pense que rien que tu vois dans l'Aude, si on prend le sujet qui nous concerne aujourd'hui, il y a au moins 30 sites qui mériteraient en fait d'être abordés, mais là il faut faire des choix, puis même et puis on peut pas creuser, mais c'est pour ça qu'en fait, tu vois, même pour Rennes-le-Château, je propose vraiment une chronique dédiée, parce que je me suis dit oh là là, ça va être un peu frustrant quoi d'y aller de manière aussi superficielle. Donc, mais ouais, c'est vrai, c'est chaque lieu. Moi, chaque fois, je me dis, mais c'est tellement compliqué de synthétiser et d'arriver à rendre compte en fait vraiment de la richesse et de toutes ces histoires qui sont vraiment passionnantes, quoi. En fait, ça a un rapport avec le Da Vinci Code, tous ces lieux-là. Ah, complètement. Ah oui, 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 mais tout est lié, hein, tout est lié. Le trésor des Cathares, Rennes-le-Château. Après, on a aussi, et puis le mont Bougarache, où on dit que l'arche d'alliance serait enterrée en dessous. Enfin, bon, après, il y a énormément de versions diverses et variées, et évidemment aussi des batailles entre historiens ou entre personnes, entre guillemets ésotéristes, quoi. Mais c'est vrai que c'est en tous les cas un endroit où il y a énormément de choses à visiter. En tout cas, pendant que tu partageais justement ta chronique, Mimi m'a transmis des noms de groupes Facebook et de pages Facebook autour de Rennes-le-Château. Donc, si vous êtes intéressé, je l'ai donc partagé sur le chat. Et donc, vous avez sur Facebook, vous avez le groupe qui est géré par Jean-Marc Lièvre et qui s'appelle Rennes-le-Château, les 4 vérités. Et vous avez une autre page Facebook qui, elle, s'appelle les archives de Rennes-le-Château. Alors, c'est vrai que ce matin, on ne parle pas de Rennes-le-Château, mais tout de suite, quand on pense à l'Aude, on pense à Rennes-le-Château. Hein, c'est un truc... Ah, complètement. Ouais, tout à fait. Le prieuré de Sion, les Templiers, les Cathares, c'est Rennes-le-Château, quoi. Voilà, exactement. Et c'est, de toute façon, on en parle le mois prochain, mais je sais qu'effectivement, Mimi, c'est un sujet qui l'intéresse et un lieu qui l'attire énormément, Rennes-le-Château. Donc, oui, effectivement, elle m'avait aussi déjà envoyé ces liens, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, d'ailleurs, je vais pouvoir les utiliser aussi, ces liens, pour la chronique du mois prochain. Alors, je vais vous parler maintenant de mon chouchou, moi que j'aime beaucoup et que j'aime visiter quand je retourne dans cette région, c'est l'abbaye de Fontfroide. C'est une des plus grandes abbayes cisterciennes de France, et pour moi, c'est une des plus belles, peut-être, on va dire la plus belle. Et elle est donc nichée dans un petit vallon des Corbières, et elle est exceptionnellement conservée. Alors, il faut dire qu'elle a aussi été très très bien restaurée par un couple on va dire de mécènes, de Parisiens, qui s'appelaient les Fayet, et qui l'ont restaurée donc au début du XXe siècle. Alors pourquoi Fontfroide? Parce que en fait ça vient de Fons Frigidus, ce qui signifie en latin donc
l'eau froide, hein, tout simplement. En occitan, c'est Fontfreda, voilà, et c'est parce qu'on y trouve une source d'eau fraîche, voilà. Et qu'on peut d'ailleurs, qui est d'ailleurs visible depuis le petit puits de la cour dite Louis XIV, voilà, qui est au centre de la cour de travail. Et puis c'est souvent l'eau, un élément qu'on retrouve dans les monastères cisterciens. Voilà. Et donc c'est un monastère qui a été fondé en 1093 et qui va donc s'affilier à l'ordre cistercien en 1145 et qui va très très vite rayonner jusqu'en Catalogne. D'ailleurs, l'abbaye va se développer, elle va fonder d'autres abbayes, notamment l'abbaye de Poblet, et aussi tout un tas de granges, voilà, puisque c'était en fait faut imaginer que c'est aussi, on va dire, un poumon économique très très important, hein, les abbayes à l'époque. Et puis en 1203, le pape Innocent III va charger deux moines de Fontfroide de prêcher contre l'hérésie cathare. Donc on retrouve aussi l'abbaye de Fontfroide dans ce passage-là de l'histoire. Et puis donc, comme je vous disais, c'est une abbaye qui va être très très riche, mais qui va malheureusement décliner à partir du XVe siècle. Notamment aussi suite à la peste noire qui va toucher fortement la communauté monastique. Donc elle va être classée au monument historique en 1843 et donc en 1908, Madeleine et Gustave Fayet vont sauver l'abbaye. Qui a failli être achetée par un Américain. Et puis donc, ils vont s'y installer, ils vont vivre dans cette abbaye, ils vont la restaurer, ils vont la décorer. Des gens qui étaient très connectés aussi avec le monde intellectuel et artistique de l'époque, et donc ils vont inviter, et puis d'ailleurs aujourd'hui c'est toujours aussi un lieu qui continue aussi d'exister, de rayonner par différentes expositions, etc. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on va retrouver en fait l'empreinte du passé, et puis on va retrouver, on va dire, des choses un petit peu plus contemporaines, mais qui s'insèrent complètement en fait dans le style architectural de l'abbaye. Et donc, vous allez pouvoir visiter le cloître qui est absolument magnifique, qui était le lieu de méditation des moines, la salle capitulaire qui était l'endroit où les moines se retrouvaient pour échanger de la vie de l'abbaye tous les matins. Voilà. Ils assistaient aussi à la lecture du chapitre. Il y a l'abbatiale, évidemment, hein, donc l'église. Et puis, ce qui est aussi très marquant dans l'abbaye de Fontfroide, c'est que c'est vraiment un témoignage aussi très intéressant de la vie des frères convers, qui étaient en fait dans l'abbaye de Fontfroide et dans d'autres abbayes, on avait d'un côté en fait les moines, et puis de l'autre côté vous aviez en fait des laïcs qui étaient donc des hommes, hein, exclusivement, et qui travaillaient en fait à l'activité, on va dire, économique, et puis aussi au fait que tout fonctionne bien. Comme ça, en fait, les moines pouvaient vraiment se dédier complètement à la prière. Voilà. Donc donc il y avait ces deux catégories en fait de personnes qui vivaient dans l'abbaye, et donc les frères convers avaient des endroits qui leur étaient complètement dédiés. Il y avait certains moments, on va dire, dans l'année où ils pouvaient retrouver, on va dire, les moines, mais c'était voilà, vraiment à des moments très, très particuliers, très choisis. Et puis voilà, donc c'est vraiment, on retrouve par exemple le dortoir, le réfectoire des frères convers, et aussi une ruelle qui permettait en fait qui faisait la jonction en fait entre la partie dédiée en fait aux ecclésiastes et puis la partie qui était dédiée donc aux laïcs. Donc ça c'est vraiment très intéressant, et surtout Fontfroide, c'est des magnifiques jardins. Alors aujourd'hui vous allez pouvoir vous promener dans une roseraie qui est magnifique et qui a été plantée en lieu et place de l'ancien cimetière. Et vous aviez en fait aussi des cultures en espalier, voilà, qui étaient travaillées par les frères convers. Voilà, donc c'est vraiment très très beau. Alors c'est payant. Voilà, donc c'est 14 € pour les adultes et 10 € pour les enfants. Donc ça, c'est visite en autonomie. Et puis, quand vous aurez visité l'abbaye, vous pouvez grimper au sommet du roc de Fontfroide,
qui se situe à 287 mètres d'altitude. Et là, vous allez avoir une magnifique vue sur les Corbières, sur les Pyrénées, sur le Canigou, sur Narbonne. Et bien là, on y mesure aussi une vibration très, très puissante. Donc, alors, pour ceux à qui ça parlera, la mesure est de 75 000 HLV. Donc, HLV, c'est en fait l'unité pour les hauts lieux vibratoires. Donc, c'est pas mal du tout. Et puis, en fait, les autres mesures qu'a fait, notamment toujours notre auteur Adolphe Landsburg, sont caractéristiques, d'après lui, d'un lieu sacré. Donc, c'est un endroit où vous allez pouvoir vous recharger et puis surtout, vous aurez passé une très, très bonne journée parce que c'est vraiment un lieu magnifique et apaisant. Donc, vraiment, moi, c'est mon chouchou, hein, l'abbaye de Fontfroide. Vraiment, je vous le conseille. Troisième lieu qui me semble vraiment incontournable à visiter parmi tant d'autres, hein, c'est l'ermitage de Saint-Antoine de Galamus. Donc c'est en fait un ermitage troglodyte qui est accroché à une falaise de calcaire. Donc c'est dans les gorges de Galamus, hein, d'où le nom. Donc c'est à la frontière entre le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Et c'est en fait un lieu mystique qui est avec vraiment une beauté naturelle parce que vous êtes vraiment dans les gorges, quoi, hein. Donc c'est à flanc de falaise au-dessus de la rivière Agly. Et c'est vraiment magnifique. Alors l'ermitage va tirer son nom de saint Antoine l'Ermite, qui était un moine chrétien du IIIe siècle, qui est connu pour avoir mené une vie de solitude et de prière dans le désert. Lui, il y est pas allé, hein, à Galamus, hein, saint Antoine l'Ermite, mais ils ont repris en fait ce terme-là puisque c'est devenu un ermitage déjà à partir du 7e siècle, et on pense même que ça l'était aussi préalablement. Que c'était déjà en fait on va dire au niveau du christianisme primitif, que c'était déjà un lieu qui était occupé par des ermites au bord des gorges. Et puis ensuite, cette grotte a été en fait agrémentée d'une chapelle en 1782 qui a été dédiée à Saint Antoine. Suite en fait à ce qu'on a appelé le miracle de Suette. Alors la Suette, c'était en fait une gangrène qui faisait beaucoup transpirer, d'où le nom de Suette. Et donc les habitants de Saint-Paul-de-Fenouillet, qui est en fait le village qui est non loin des gorges de Galamus, ont été touchés par cette épidémie et auraient été donc sauvés par Saint Antoine. Donc ils lui ont dédié cette chapelle. Et c'est vraiment, alors c'est la photo que j'ai mis dans le plan. J'ai pas choisi de mettre la photo de l'ermitage accroché à la falaise parce que moi c'est vraiment en fait une chapelle qui m'a fait vraiment une drôle d'impression. Il faut imaginer en fait cette grotte avec donc voilà ce triangle calcaire immense, et au milieu vous avez l'autel avec des bancs en bois, et moi j'ai trouvé que c'est juste incroyable, quoi, hein. Je veux dire, les chapelles, généralement on a un toit au-dessus de notre tête et on a 4 murs. Là vous êtes en plein dans, on va dire, le cœur de la roche, quoi, et ça c'est vraiment vraiment magnifique. Voilà. Et puis, d'ailleurs, il y a alors c'est un ermitage qui a été après déserté à la Révolution, puis qui a été en fait réhabilité en 1843 par un prêtre qui s'appelait le Père Marie, qui était un prêtre franciscain. Et notamment, d'ailleurs, petite anecdote, qui institua en fait, le principe de la cloche au vœu. Donc, celui qui sonne la cloche en fait de la chapelle verrait en fait s'accomplir son vœu. Et a priori, pour les vœux de mariage, ça marche vachement bien, comme par hasard, vous me direz. Voilà, donc c'est très chouette. Vraiment, je vous le conseille. Alors, vous pouvez accéder au site à pied par un sentier depuis un parking où vous pouvez vous garer, ou par un escalier. Donc là, c'est un peu plus sportif depuis la route qui traverse donc les gorges. Voilà. Et puis enfin, dernier lieu dont je vais vous parler ce matin, c'est le pic de Bougarache, le fameux. Alors, est-ce que ça te dit quelque chose, Alina, le 21 décembre 2012? Oh oui, je crois qu'on y est tous passés, hein. Voilà, Oui. c'est ça. Alors, on a eu l'an 2000, hein, puis après, on a eu le 21 décembre 2012. Donc, c'est, comme vous le savez sans doute, c'était censé être en fait, c'est la fin du calendrier Maya. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont cru que c'était la fin du monde, le 21 décembre 2012. Et ils se sont tous retrouvés là-bas à Burgarache et le maire était halluciné, enfin même tous les habitants étaient hallucinés.
Oui, parce qu'en fait, il y avait déjà, et ça c'était, j'ai entendu ça dans une interview assez intéressante de Christian Doumergue, que vous devez connaître, qui est un historien, philosophe, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les sujets ésotériques divers et variés, et notamment qui est en fait un auteur incontournable quand on s'intéresse à Rennes-le-Château. Donc il connaît très très bien cette région, et puis donc il rappelait en fait dans cette interview que en fait pourquoi en fait le pic Bougarache, c'est parce que depuis en fait déjà pas mal d'années, depuis les années 60, avec l'avènement du New Age, en fait, c'est en fait un lieu qui avait été en fait un peu identifié par les gens qui s'intéressaient à tous ces sujets-là, et donc il y a eu une espèce de convergence entre ce sujet de la fin du calendrier Maya et on va dire cette attirance des gens qui s'intéressaient voilà, au sujet un peu New Age. Et donc, voilà, ça a donné en fait ça. Et c'est vrai que le 21 décembre, il y a eu, pour ceux qui s'en rappellent, c'était assez hallucinant, 300 journalistes venus de 18 pays différents qui se sont bousculés pour, euh, pour constater quoi? Que le monde continuait. Alors, il n'y a eu pas autant d'illuminés que ce qui était attendu, voilà, le jour J. Mais a priori, il y avait vraiment quand même une ambiance particulière, parce que bien sûr, des gens se sont rendus, puis des gens qui, voilà, qui étaient quand même, on va dire, dans une, on va dire, une psychologie particulière, hein, puisque eux pensaient que ce serait la fin du monde et que le mont Bougarache, ce serait un petit peu l'arche de Noé contemporaine, quoi. Et, euh, et voilà, donc, alors depuis, ça reste quand même toujours un lieu qui est en fait adoubé par les gens qui s'intéressent à tout ce qui est énergie, ou aussi même aux UFO, enfin aux gens qui s'intéressent à l'ufologie, puisque on aurait aussi constaté des phénomènes particuliers, et ce serait en fait aussi une porte vers des univers parallèles, une porte spatio-temporelle, etc. Donc et puis, comme je vous disais, aussi, certains pensent que le mont Bougarache, l'Arche d'Alliance, aurait été donc ramené par les Visigoths. Donc l'Arche d'Alliance, hein, ça faisait partie du trésor du Temple de Jérusalem, hein, pour rappel, qui aurait été pillé par les Romains, qui eux-mêmes auraient été donc pillés par les Visigoths, et c'est les Visigoths qui auraient donc à leur tour volé le trésor, donc l'Arche d'Alliance, et seraient venus le cacher donc dans cette région-là. Et là, on rejoint en fait l'histoire du trésor de Rennes-le-Château. Bon, il y a de nombreuses histoires, hein, diverses et variées, mais au-delà de l'aspect en fait un peu paranormal, Bougarache, c'est surtout en fait une super balade à faire pour les randonneurs chevronnés, parce qu'en fait c'est une rando qui est pas simple. Moi je l'ai faite il y a une quinzaine d'années. Et bon, déjà, on monte comme des biquettes, hein. Donc, il faut quand même avoir un petit peu d'entraînement. Et puis surtout, faut vraiment faire gaffe à la météo, parce que il y a vite, en fait, on se fait vite avoir par la brume là-bas. Et ça peut être quand même très, très dangereux, parce qu'il y a en fait un des deux côtés où c'est vraiment compliqué. Donc, c'est même déconseillé aux moins de 12 ans, donc c'est pas une randonnée qui est pour tout le monde, clairement, hein, l'ascension du Pech de Bougarache. Mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Et puis là aussi, notre Adolphe Landsbourg conseille son ascension, parce qu'en fait, c'est une vibration a priori exceptionnelle, de 400 000 unités HLV, hein, je vous parlais de 75 000 avant pour le roc de Fontfroide, là on est à 400 000, donc c'est juste exceptionnel. Et en fait, ce serait lié à en fait, une caractéristique géologique assez particulière. En fait, le pic de Bougarache est une montagne inversée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des mouvements géologiques qui ont créé des plis, et en fait, les couches les plus anciennes sont remontées en fait et se retrouvent donc en surface, à la surface terrestre. Et c'est ça qui ferait en fait la vibration très puissante, très particulière du pic de Bougarache. Et puis on peut aussi préciser que en contrebas,
du mont Bougarache. On y a découvert aussi d'anciens lieux druidiques. Par exemple, il existe toujours un cromlech, donc un cercle de pierre levée, ou encore des dolmens, puisque des dolmens, il y en a énormément aussi dans la région. Et donc, ça prouve que le pic de Bougarache a toujours été un lieu de culte, et sans doute parce que l'énergie y était vraiment très particulière. Voilà, Lina, pour cette balade cette balade dans les Corbières, cette balade dans le pays cathare. J'espère que ça vous aura plu. C'était passionnant, Vera, vraiment. Ah bah, je suis contente comme d'habitude, voilà, si ça vous a intéressé. J'espère ne pas avoir été trop longue ou trop Non. redondante, et voilà. Non, puis en plus, on échange beaucoup sur le chat. Tu verras des petits retours pour toi. Notamment, il y a Mimi qui demande si tu as testé le vœu de mariage. Tu sais, le fameux vœu de la cloche au vœu. Non, je l'ai pas testé. Non, j'ai pas testé. Voilà, mais du coup, pour le vœu de mariage, non, j'en ai pas besoin. J'en ai plus besoin. Il y a également Pascal donc, sur le chat qui te remercie, parce que grâce à toi, en fait, il a pu revivre des souvenirs de jeunesse. Ah, Donc, c'est non, bon. mais c'est marquant, hein, c'est marquant d'aller visiter ces lieux, hein. Ouais. Alors, moi, je Moi, connais pas j'adore, du hein. tout. C'est comme la Corse, hein. C'est un peu, il y a deux, trois régions comme ça. Moi, c'est mes chouchous, quoi. Ah, Et je l'Aude en fait vois. partie. Ouais, Donc, vraiment. en plus, tu es d'Alsace, toi, hein, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Oui. Donc, tu aimes te rendre dans le sud de la France, dans le sud-ouest? Oui, parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir de la famille là-bas. Hmm. Et donc, et puis j'y ai passé pas mal d'été, donc du coup, bah, c'est toujours pareil, hein, quand on visite aussi les lieux accompagnés par des gens du coin. Voilà, c'est encore une autre saveur. Et, et c'est vraiment, d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait avec mon conjoint, c'est avec mon mari, qu'on y retournerait bien justement là au printemps, parce que pendant que j'étais en train de préparer cette chronique, je me suis dit, ah, c'est vrai que la dernière fois qu'on y était, c'était il y a 2, 3 ans, je crois. Mais on n'avait pas pu faire tous ces lieux-là. Alors moi, je les ai fait plusieurs fois même, mais il y a beaucoup plus longtemps. Et là, vraiment, ça me donne envie d'y retourner là, en famille. Ouais, c'est vraiment très très chouette comme région. En plus, on y mange bien, hein. Chaque fois, je vous la fais celle-là, mais moi, ça fait partie du truc, quoi. On mange vachement bien aussi en plus dans l'Aude, donc. Voilà, entre les huîtres de Leucate, les moules, évidemment aussi le cassoulet, hein, de Hmm. Castelnaudary. Voilà. Donc, et puis, on n'en a pas parlé, hein, mais mes visites à Carcassonne aussi, c'est quand même superbe. Là, vraiment, moi, je me suis concentrée sur les hauts lieux énergétiques et vibratoires, hein, et qui sont des lieux aussi qui sont très connus sur le plan du tourisme. Mais c'est vrai qu'on pourrait parler tellement d'autres choses. Ouais, je te Et voilà. comprends. Alors par contre, c'est bien de mettre à l'honneur, c'est vrai qu'on est en France, et en France, on aime bien manger. Et effectivement, des régions bah, comme celle de l'Aude, où justement tu parlais du cassoulet, enfin franchement, le cassoulet, je veux dire, si on n'aime pas le cassoulet, là, il y a un souci, hein. Et surtout, c'est le bon cassoulet, hein. C'est le vrai, Ah oui, hein. oui, c'est-à-dire qu'en fait, faut le manger là-bas pour découvrir ce que c'est qu'un cassoulet. Moi, pendant longtemps, enfant, le cassoulet, je vais pas citer de marque, c'est avec un W et un S, hein, dans une grande boîte. Ah oui, ouais, je vois. J'aimais bien en plus, hein. Mais le jour où j'ai mangé, et je crois que mon premier vrai cassoulet, c'était d'ailleurs à Carcassonne, là, dans une espèce de jatte en grès, euh, enfin, c'est autre chose, quoi. Rien à voir, rien à voir. Trop bon. D'ailleurs, au passage, si vous êtes du côté du sud de la France, allez à Nice et mangez la soca. C'est super Ah, bon. c'est quoi ça, la soca? Et alors la soca, alors c'est une sorte de pâte très spécifique qui est super bonne et que tu peux manger avec plein d'aliments salés notamment, puis même sucrés, hein. Et c'est un truc de malade la soca. Franchement, c'est des petites galettes. Enfin, Mmh. allez manger la soca. Et en plus, dans le vieux Nice, vous avez vraiment une boutique spécialement qui crée la soca, hein, vraiment devant vous. Et c'est l'une des boutiques les plus anciennes du vieux Nice, au passage. Et moi, j'avais adoré aussi la soca. Mais en fait, chaque région a sa beauté Ah autour de oui, la oui, oui. nourriture, hein. Oui, oui, et puis bon, quand on aime manger, Oui, non, on est quand même pas trop mal servi en France. on est Il d'accord. y a pas. Mais moi, je note la soca. Ouais. Alors, de toute façon, on ira aussi un petit peu plus loin au printemps. On va aussi aller se balader de ce côté-là parce qu'il y a aussi des choses à voir Ah au oui. niveau énergétique. Ouais. Ah, le sud, c'est merveilleux, hein. Ah oui, oui, oui. On est d'accord. Je te fais plein de bisous, ma très chère Vera. Oui, plein de bises à tout le monde et puis bah, à très bientôt. Oui,
On retrouvera donc chaque troisième dimanche du mois. Donc le prochain dimanche, ce sera le dimanche 16 février. Et donc là, c'est partie 2 autour des pays cathares. Et là, ce sera vraiment Rennes-le-Château pendant une bonne trentaine de minutes. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.